Donc je passe la parole à la FSU. Bonsoir à tous. Merci d'être à cette manifestation qui aurait pu être plus nombreuse, mais je pense que les meilleurs sont là. Et il faut un début à tout. Donc ce qui se passe, il faut bien se dire que c'est quelque chose d'assez exceptionnel, comme l'a dit le camarade. Et on va donc embrayer avec la première prise de parole, la FSU, Fédération Syndicale Unitaire, fédération d'enseignants, mais pas que. Donc voici notre déclaration. En d'autres temps, en d'autres circonstances, des partis politiques, des syndicats et des mouvements se sont rassemblés pour construire un programme de gouvernement afin de redresser un pays exsangue, le nôtre, mortifié par 5 années de guerre. Le Conseil national de la résistance, dans sa très grande clairvoyance, a ainsi créé les fondations du vivre ensemble. Chaque citoyen conforté dans ses droits et devoirs, participant au redressement collectif de la nation. L'énumération de toutes les décisions et de toutes les avancées économiques et sociales prises et mises en œuvre par le Conseil national de la résistance serait trop longue. Retenons quand même le droit au travail et au repos, la sécurité de l'emploi, la réglementation du travail, un plan complet de sécurité sociale, le droit à une retraite décente, la reconstitution d'un syndicalisme indépendant, etc. Retenons aussi, et c'est le plus important, que le programme du CNR était porteur de valeurs à caractère universel. La liberté, la démocratie, la justice sociale, la solidarité, la tolérance et bien sûr la paix. Ce sont sur ces valeurs, en totale adéquation avec la devise de la République, et le sang de tous ceux qui ont perdu la vie pour un idéal commun, pour des jours meilleurs, des jours heureux, que le pays s'est reconstruit. Hélas, malgré des résistances très fortes et des luttes mémorables, l'idéal commun s'est effrité. Des politiques économiques régressives, voire antisociales assumées, ainsi que des forces financières dans l'ombre, tentent sans répit de mettre à terre un modèle que nous nous étions fixé il y a quelques décennies. Notre président et son gouvernement n'emportent pas à eux seuls la responsabilité. Le massacre a commencé bien avant eux. Mais force est de constater que dans le registre de la désintégration sociale, ils visent le prix d'excellence. Notre président et son gouvernement, nous sommes donc avec le président Macron dans cet épisode dramatique du passage forcé d'un modèle, d'un monde solidaire à un monde concurrentiel. Le monde de l'argent roi qui ne se partage pas, ou si peu, bien sûr. Un monde où, sans surprise, tout ce qui fait le lien entre nous doit être massacré. Le code du travail, les services publics, la sécurité sociale, les retraites, etc. Cela ne se fait pas sans résistance. Alors, la meilleure des armes pour avancer consiste à diviser, opposer entre eux les citoyens ou les groupes sociaux, fonctionnaires salariés, jeunes vieux, français migrants, travailleurs chômeurs, paysans cheminots. Et dernièrement, il fallait l'oser, opposer le sacrifice et les valeurs du colonel Beltrame à ceux qui pensent que le summum de la lutte sont les 50 € d'APL. Mais cela ne se fait pas aussi sans souffrance. La misère et la précarité gagnent du terrain. Le mal-être au travail est énorme. En témoignent les suicides qui se succèdent dans les services. La maltraitance est généralisée et se décline tout au long de la vie. Nous voilà donc réunis aujourd'hui, associations, syndicats,
partis politiques. Et ce qui nous rassemble est bien plus fort et important que nos possibles divergences. Notre vision de la société est aux antipodes de celle qu'on veut irrémédiablement nous imposer par le mensonge, la désinformation, les gaz lacrymogènes et les coups de matraque. Nous sommes fiers de porter des idées progressistes, les mêmes dans un autre contexte qui animait nos glorieux résistants. En portant ces valeurs qu'on voudrait faire passer pour archaïques, non seulement nous honorons leur mémoire, leur engagement sans faille, mais nous sommes persuadés de contribuer à l'amélioration du bien-être de chacun et du vivre ensemble pour les générations à venir. En ce sens, nous fortifions la République. C'est le combat émancipateur que mène avec vous la FSU et sur lequel nous ne sommes pas décidés à céder un pouce de terrain. Je vous remercie. Bien, maintenant, on passe la parole au parti de gauche. Norbert. Merci. Intervention un petit peu plus courte pour le parti de gauche, parce que tu as dit déjà beaucoup de choses intéressantes, d'autant plus que je suis aussi à la FSU, donc je partage entièrement. Le parti de gauche, dans sa création, avait vocation à vouloir rassembler très large, peut-être au-delà des étiquettes. Alors autant dire que le fait que beaucoup de mouvements, d'associations, de partis, de citoyens arrivent enfin à se rassembler. Alors c'est vrai que c'est se rassembler contre, c'est déjà un premier pas. Maintenant il nous reste à nous rassembler pour faire des choses, mais c'est effectivement ce qu'on appelle depuis un moment. Et je crois que c'est une journée où à notre niveau finalement on a réussi à rassembler pas mal de monde. Et puis lorsqu'on entend que ça s'essouffle, il n'empêche qu'il y a de plus en plus de mouvements qui naissent, d'associations qui se rassemblent. Donc ça s'essouffle à la télé, mais depuis le temps que ça s'essouffle, ça devrait s'être écrasé depuis longtemps. Donc là, comme le disait le camarade avant, n'écoutez pas forcément les médias, rendez-vous compte qu'autour de vous, il y a de plus en plus de gens qui ont envie que ça bouge. Donc bougeons avec eux. Merci. Quelques mots d'abord, toutefois, pour me réjouir avec vous de la longue liste faite de partis politiques, de syndicats et d'associations qui ont pris l'initiative de cette rencontre dans toute la France. Nous vivons une période où le rassemblement est nécessaire et urgent pour faire face à une offensive politique destinée à accélérer le renforcement en France du système libéral. Du système libéral, le mal nommé. C'est-à-dire en fait de servir les intérêts du capital au détriment des catégories sociales moyennes et défavorisées. Face à une telle volonté et un tel acharnement du gouvernement et de ses soutiens, la convergence des luttes est un impératif. Un impératif pour obtenir le succès et faire plier le gouvernement qui développe son intervention sur tous les secteurs de la vie sociale et économique. Il profite ainsi des conditions politiques dans lesquelles s'est déroulée l'élection présidentielle et qui ont conduit aux résultats que l'on sait. La convergence, aussi rapide et nécessaire soit-elle, ne peut pas se limiter au regroupement des organisations politiques, syndicales et associatives. Il faut aussi qu'elle soit celle des militants, des usagers, des catégories sociales victimes des décisions et des projets gouvernementaux. Les citoyens, au sens noble du terme, doivent renouer avec l'action politique. Le hasard fait que cette nécessité s'accroît alors que vient sur le devant de la scène le cinquantenaire de mai 68. Il me semble que la meilleure commémoration que l'on puisse faire serait justement de refaire un juin 1968. Dans la longue liste des secteurs qui aujourd'hui ont à faire face à cette offensive du capital, j'ai choisi d'évoquer brièvement quelques mots les atteintes en cours ou à venir portant sur les services publics.
D'autres l'ont déjà dit, d'autres le diront encore. À ce sujet, il faut toutefois souligner la force et la qualité de la lutte des cheminots et leur apporter tout notre soutien, car le devenir de cette lutte est important pour la suite des actions qui pourront surgir dans les prochains jours. En France, les services publics et parmi ceux-ci, la fonction publique nationale, locale et de santé constituent un secteur original fondé pour l'essentiel à la libération et touchant à la vie courante de tous les Français. Ce secteur marque la vie quotidienne de tous et offre une réponse aux besoins les plus nécessaires, comme ceux de la santé, de l'éducation, des transports, de l'énergie, de la communication, de la culture, etc. Au fil des ans, des améliorations ont pu être obtenues et des tentatives de destruction ont été déjouées. Mais il est important de dire que nous sommes face à une volonté de détruire ce système dans l'ensemble qui est un ensemble équitable et démocratique. Car le monde de la finance y voit forcément des sources de profit et d'enrichissement conséquents. Une telle pratique a déjà vu le jour avec les activités postales, communication, énergie, au détriment des personnels, mais aussi des besoins de la population. Disant cela, je pense aux effets de ces transformations sur le service en nous, avec une lourde altération des implantations des points de service et de contact, en raison d'une approche basée sur la seule notion de coût et de profit. Bien sûr, on ne peut pas négliger l'apport de technologies numériques dans l'exigence de proximité. Mais il faut aussi compter sur les coûts des équipements personnels, sur les possibilités d'usage qui peuvent aggraver les inégalités d'accès. Une approche économiste que le pouvoir tente d'imposer est particulièrement défavorable à des territoires comme les nôtres, marqués par la démographie que l'on connaît. L'information qui est apparue ces jours derniers, qui concerne le secteur éducatif, est à cet égard révélatrice. On peut craindre en effet une disparition des académies de l'ancienne région Limousin et Poitou-Charentes, et les agents du rectorat de Limoges manifestent leur hostilité à la disparition de cet échelon administratif important. Peu à peu, se mettent en place les réorganisations résultant du découpage régional du territoire et qui ont pour effet donc d'aggraver les effets d'éloignement. L'aménagement du territoire est devenu un gros mot qu'il ne faudrait pas prononcer sous peine d'être considéré comme le dernier des Mohicans, le ringard encore attaché à des notions et des revendications de notre âge. Pour ces censeurs et ces réformateurs, ces pseudo-réformateurs, seule unique préoccupation compte la rentabilité. Et ils n'ont rien à faire de ce qui ne produit pas le fric qui est leur unique préoccupation. L'une des conséquences de cette approche très mercantile est le transfert aux collectivités locales proches du terrain, à qui on laisse le soin de combler les abandons organisés par l'État. Depuis des années, le cas de certaines liaisons ferrées qui contractualisent avec SNCF pour assurer les dessertes locales et la punition est d'autant plus sévère que l'espace concerné est démographiquement pénalisé. En somme, cet État, assujetti au monde de la finance, nous dit: vous voulez garder vos trains, vos perceptions, vos bureaux de poste et votre service public, alors payez-les. Belle image d'une destruction organisée de la solidarité nationale et de l'équité républicaine. Plus on est pauvre, plus il faut payer. Ce renversement pensif, enfin, est significatif d'une altération préoccupante de la démocratie. Très directement d'abord par les atteintes que je viens d'évoquer, mais aussi par des transformations politiques de plus grande envergure qui sont en fait des atteintes graves au fondement même du régime républicain, qui est déjà bien malmené par la Constitution de la Ve République. On connaît le recours plus fréquent au 49.3 pour faire adopter des lois. Et comme cela ne peut pas suffire, on réhabilite le gouvernement ou la gouvernance, comme on dit, par ordonnance. On peut aussi s'inquiéter d'un renforcement dans les faits, d'une présidentialisation plus voyante et plus annoncée. C'est ce qui justifie la revendication d'une 6e République plus démocratique, tournant le dos au pouvoir personnel, dont les défenseurs vantent la modernité, alors qu'ils ne font que rétablir ou défendre un concept réactionnaire. Telles sont les quelques réflexions que je voulais faire au nom de l'association Cap à Gauche 19, qui depuis maintenant plus de 10 ans
s'inscrit dans un combat fondamental, dans ce combat fondamental.